Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, veut une uniformisation des actions de tous ses pays membres pour l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. Et depuis ce matin, les représentants d'une trentaine de pays mettent ensemble leurs différentes idées. Le Togo a de nouvelles communes. Elles sont 116 au total. Une loi votée la semaine dernière par les députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi donc? Des précisions dans ce journal. Et puis les députés togolais s'impliqueront davantage dans la consolidation de la paix et de l'état de droit. Ceci grâce à leur adhésion au réseau international des parlementaires pour la paix dont la branche togolaise vient d'être mise en place ce jour. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale d'Ahmad Dramani s'est entretenu cet après-midi avec le président de l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Dr Thomas Walsh est allé présenter au chef du Parlement les idées de cet immense réseau qui vient d'ailleurs d'être implanté dans notre pays. Nous écoutons Dr Walsh au micro de Yasmine Kodia. We are a delegation from the International Association of Parliamentarians for Peace. Nous sommes la délégation de l'Association internationale des parlementaires pour la paix et nous sommes venus donc rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Togo. Avec lui, nous avons expliqué que nous sommes en train en ce moment de faire l'inauguration de l'Association des parlementaires pour la paix dans plusieurs pays. Nous avons déjà 62 pays qui ont lancé l'association. Nous attendons 120 jusqu'à la fin de l'année. Nous pensons que les parlementaires devraient se mettre ensemble pour collaborer, travailler pour résoudre les problèmes auxquels notre monde est confronté. Le terrorisme, le sous-développement, la cohésion sociale, tous les problèmes auxquels les dirigeants sont confrontés. Nous avons reçu une réponse très positive de M. le Président de l'Assemblée nationale du Togo, qui s'est réjoui du fait qu'on a tenu cette réunion ici aujourd'hui et qui s'est montré disponible pour accueillir même des sommets régionaux et sous-régionaux ici au Togo. Regional meetings here, so we will take him up on that offer and continue to collaborate. Notre pays fait donc partie officiellement du réseau international des parlementaires pour la paix. Les activités de la branche togolaise du réseau viennent d'être lancées et ceci pour permettre aux députés togolais d'accompagner le gouvernement dans la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Écoutez ça là. Ces actes témoignent de l'engagement des parlementaires togolais à mettre désormais les valeurs de paix dans leur agenda. Le réseau international des parlementaires pour la paix ainsi mis en place au sein de l'Assemblée nationale est une preuve que les 91 députés sont tous favorables à la construction d'un monde de paix basé sur les principes universels. Sa mission, réfléchir sur les actions à entreprendre pour accompagner les communautés et les États dans la résolution des conflits et surtout la préservation de la paix partout où elle est menacée. Nous sommes là pour légiférer et en même temps nous sommes des promoteurs, nous sommes des promoteurs pour la paix au Togo. Notre objectif, promouvoir et de contribuer à la défense des droits de l'homme, qui est un facteur essentiel pour la paix et le développement durable. Étant parlementaire, tu es élu pour la nation. L'élu de la nation, partout où tu es, même dans le marché, nous sommes amenés à faire cela. Et je pense que ce qu'il vient de faire aujourd'hui sera, s'il partage pleinement les convictions de cette démarche-là, c'est une source de bénédiction pour le Togo. La paix a beaucoup servi ce pays. Nous voulons encore, du moins, la renforcer, que les Togolais se fassent confiance, qu'ils se donnent la main, qu'ils produisent davantage, qu'ils partagent pour que nous puissions, de toute façon, être heureux dans notre pays et attirer également, de toute façon, l'extérieur vers nous.
Le réseau des parlementaires est présent dans 104 pays. Il entend également favoriser le dialogue entre les parlementaires au-delà des clivages politiques, culturels et religieux afin de relever les défis liés à la paix dans le monde. Le président de la Fédération pour la paix universelle a félicité le Togo pour son adhésion à ce réseau et surtout pour ses différentes missions de maintien de paix et de sécurité en Afrique et dans le monde. Un réseau qui pourra avoir pour cadre de discussion et d'échange le futur siège du Parlement. Une bâtisse en réalisation, fruit de la coopération sino-togolaise que le président de l'Assemblée nationale est allé une fois encore visiter cet après-midi en compagnie de l'ambassadeur de Chine au Togo. Le compte rendu avec Yasmine Kodia et Esther Laclé. Le futur siège de l'Assemblée nationale du Togo prend progressivement forme. Sur le chantier, plus de 200 ouvriers togolais et chinois s'activent pour la livraison de l'édifice dans le délai. Les travaux sont à 49% réalisés ici à Kégué. Constat fait par le président de l'Assemblée nationale Dama Dramani, qui avait à ses côtés l'ambassadeur de Chine au Togo. C'est un fruit de coopération amicale entre le Togo et la Chine. Et tout récemment, le vice-président de l'Assemblée de Chine a visité le Togo et avec son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée du Togo, sont très satisfaits de l'évolution du travail. Et je dois aussi profiter de l'occasion pour féliciter le travail efficace des techniciens et ouvriers togolais et chinois qui ont travaillé jour et nuit sur le chantier et qui ont bien réalisé plus de la moitié des travaux. Le plan de l'édifice est composé de 3 blocs comprenant une grande salle des plénières, un hall, des bureaux, une galerie, des passerelles et des espaces verts. Construit sur une superficie de 10 hectares, le nouveau siège devrait être prêt en juillet 2018. Il est le fruit de la coopération entre le Togo et la Chine. Le chantier a progressé de plus de 10% depuis notre dernière visite. Ça veut dire que ça évolue très bien. Beaucoup de Togolais ne savent pas encore que c'est la République populaire de Chine qui construit le nouveau siège de l'Assemblée nationale togolaise. Nous avons dit et répété ici que c'est le fruit de la coopération entre notre pays et la Chine. Donc, le gouvernement togolais est parti, effectivement, puisque c'est ça se construit sur notre sol, c'est au bénéfice de notre Assemblée nationale, mais c'est la République populaire de Chine qui construit le nouveau siège de l'Assemblée nationale togolaise. Nous sommes satisfaits de l'évolution du chantier et nous ne pouvons que remercier les ingénieurs qui travaillent sur le chantier, les ingénieurs aussi bien chinois que togolais qui sont sur le chantier. Nous les remercions et nous les encourageons à continuer à poursuivre afin qu'ils respectent le délai qui est dans le cahier des charges. La construction nécessite environ 10 milliards de francs CFA. Ce déplacement sur le site de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale illustre l'engagement des 2 pays à voir l'ouvrage livré dans le délai. Et en attendant la fin des travaux, les députés à l'Assemblée nationale sont conviés au Palais des Congrès, siège actuel de l'Assemblée nationale, pour la 11e séance plénière de la première session ordinaire de l'année, le vendredi 30 juin 2017 à 9 h. Et c'est un communiqué du président de l'Assemblée nationale. Comment amener les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie à une uniformisation et une mutualisation des efforts pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable ODD? C'est le but principal de la rencontre des points focaux venus d'une trentaine de pays membres de l'organisation réunis depuis ce matin à Lomé. Ils auront à échanger pendant 3 jours sur des questions de développement durable répondant valablement aux réalités collectives mais également individuelles des États membres. Les précisions avec Kwasi Glé et Ferdinand Diassoa. La question du développement durable est au cœur des échanges entre les points focaux des pays membres de la francophonie.
Une question à la une de cette rencontre internationale qui se veut un espace de partage d'expériences en vue de l'élaboration d'un plan uniforme de développement applicable par tous les pays membres de l'OIF. Les délégués de chacun de ces pays sont venus avec l'état des lieux des fiches de développement durable de leur pays. Et ils vont échanger avec les autres pour voir ce qui est fait dans les différents pays et comment mettre à jour ces indicateurs. Ce sera un outil concret de planification pour les pays représentés. Donc c'est un atelier vraiment pratique de mise à jour de ces fiches et surtout d'échange d'expériences en matière donc de renforcement de capacité sur les indicateurs qui ont été fournis, qui vont permettre à l'OIF de pouvoir aussi mieux organiser son plaidoyer. Pour les différentes parties prenantes, il s'agit d'analyser les réponses aux multiples engagements souscrits par les États, notamment l'agenda 2030 des Nations Unies, un agenda qui appelle à un développement inclusif des États, une dynamique dans laquelle le Togo s'est déjà engagé. Le gouvernement a engagé un processus d'élaboration de son plan national de développement en vue de consolider les acquis et transformer structurellement son économie. Ce plan, qui intègre les objectifs de développement durable, s'élabore sur une base participative et inclusive, avec toutes les parties prenantes, dont les capacités sont renforcées tout au long du processus. Pour ce faire, le gouvernement, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, a œuvré à la formation des acteurs, tant au niveau central et décentralisé, sur la maîtrise des outils systémiques d'analyse de la durabilité et sur la planification régionale axée sur les ODD. Un exercice de priorisation des cibles des ODD a été également conduit dans le cadre de notre plan national de développement en cours d'élaboration pour la période 2018-2022 afin d'intégrer les cibles prioritaires dans la planification nationale. La mise à la disposition de la jeunesse, cible prioritaire des programmes de développement durable, des opportunités de réussite, marque un engagement de l'OIF à accompagner le Togo dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Pour ce faire, une conférence ministérielle sera organisée au Togo prochainement pour assurer un accompagnement progressif des jeunes dans l'auto-emploi. On en vient maintenant au sujet qui fait l'actualité depuis la semaine dernière dans notre pays, la loi portant création de nouvelles communes au Togo. Elle a été votée vendredi dernier à l'Assemblée nationale et le Togo compte désormais 116 communes au total. Une étape importante pour la décentralisation et les préparatifs des élections locales. On s'intéresse dans cette édition ce soir aux enjeux et défis de la création de ces nouvelles communes dans notre pays. C'est un premier dossier réalisé par Joseph Amégan et Prudence Zinsio. Le processus de décentralisation connaît désormais un tournoi décisif au Togo avec le vote de la loi portant création de nouvelles communes. Une étape importante pour baliser la voie aux élections locales et apporter un transfert de compétences aux collectivités locales. La démarche de la création des nouvelles communes a été élaborée en prenant en compte certains critères, notamment géographiques, démographiques et même économiques. Il s'agit de la localisation spatiale des zones, donc des communes. Il s'agit de tenir compte de la superficie des communes. Il s'agit de tenir compte du relief des zones concernées. Il s'agit même de tenir compte de l'hydrographie. Vous savez, quelquefois, vous avez l'impression que deux points ne sont pas très éloignés, mais pour aller d'un point à un autre, compte tenu des difficultés, soit du point de vue hydrographie ou du point de vue du relief, notamment au niveau des montagnes, c'est la croix et la bannière pour arriver au deuxième point. Il s'agit de créer des communes qui doivent être des communes viables. Il ne s'agit pas de créer des communes qui vont fonctionner 1 ou 2 années et puis qui se meurent par manque de moyens. Le Togo dispose donc de 116 communes. Toutes les préfectures se retrouvent au moins avec 2 communes et le Grand Lomé compte 12. Au-delà des enjeux liés à la décentralisation et aux élections locales, les populations seront autonomes dans la gestion des communes.
Il y aura également la valorisation des potentialités locales et la création d'emplois aux jeunes. L'État mettra à la disposition de ces communes des moyens techniques et financiers pour un meilleur accompagnement. Chaque préfecture de notre pays doit avoir au minimum 2 communes. Voilà. Et les chefs-lieux des régions économiques du pays, ces chefs-lieux, ces préfectures chefs-lieux ont droit à 4 communes. Bien. Il y a des préfectures qui sont importantes en termes d'étendue et également en termes de population, qui ne sont pas chefs-lieux de région, qui ont aussi 4 communes. Il s'agit de Hao, de Vaux, des Lacs et de Bassar. Ces collectivités territoriales, communes et autres, vont réaliser les activités que l'État avait l'habitude de réaliser. Donc, l'État doit maintenant accepter de transférer à ces communes une partie de ses compétences pour permettre à ces communes de réaliser donc ces activités-là. Le défi consiste en l'organisation des élections locales. Les mairies qui seront issues de ces communes, il faut leur trouver des infrastructures. Il faut appuyer ces communes de personnel de qualité. Parce que, bon, les élus locaux, bon, ce sera des élus locaux avec leurs compétences diverses et variées, leurs origines diverses et variées, mais il leur faudra des gens de valeur, des hommes et des femmes bons pour les aider dans la conception technique, pour les aider dans la planification, pour les aider sur les aspects juridiques, pour les aider sur les aspects financiers, pour les aider sur les aspects administratifs. Donc l'État doit s'organiser pour mettre à la disposition de ces futures mairies, communes, ces compétences. Et enfin, l'État, un autre défi important, c'est que l'État lui-même aussi accepte de mettre à la disposition des communes les moyens financiers pour leur permettre de faire face aux dépenses d'investissement et d'équipement. Les élections locales auront lieu au plus tard en décembre 2018, selon le chronogramme établi à l'issue des assises nationales sur la décentralisation tenues en décembre dernier à Lomé. Tous les regards sont donc tournés vers ces échéances électorales qui devront consolider les bases d'une véritable décentralisation au Togo. Le Togo est désormais donc découpé en 16 communes dans la perspective, en 116 communes dans la perspective des prochaines élections locales. Pour quels résultats dans le développement des communautés, ou plutôt dans quel but ces nouvelles communes ont-elles été créées? Nathalie Panegué nous répond dans le second dossier de cette édition. Le Togo dispose de nouvelles communes depuis le 23 juin 2017. 116 au total. Et les critères ayant favorisé ce nouveau découpage sont la situation géographique, les aspects sociologiques et historiques, les potentialités économiques locales et les aspects démographiques. Un grand pas vers la tenue des élections locales. Ce découpage est bienvenu parce que c'est une préoccupation pour que nous puissions enfin dire que nous pouvons alors disposer de l'espace géographique, parce que c'est ça aussi l'élément fondamental. L'espace géographique qui permet de délimiter les collectivités territoriales et disposer d'un fichier électoral fiable par collectivité territoriale. Parce que la décentralisation, si elle est développement, c'est qu'elle est en même temps une responsabilité citoyenne. Tous les citoyens doivent se sentir concernés et tous les citoyens doivent apporter leur contribution à l'émergence d'une nouvelle société, une société dynamique de travail et de productivité. Donc c'est ce découpage tel que nous l'avons vécu, moi je pense que non seulement ça a tenu compte de la démographie, ça a tenu compte de la géographie, ça a tenu compte également des valeurs culturelles et sociales. La communalisation devient donc une réalité au Togo. Désormais, les cantons seront mis ensemble. Une recomposition pour répondre aux exigences de la décentralisation, laquelle se fait par les hommes, avec les hommes et pour les hommes. Lomé sur le plan papier, sur le plan juridique, n'est pas encore à la hauteur de ce que nous appelons Lomé commune aujourd'hui. Parce que Lomé commune était pratiquement la cuvette de Lomé.
Mais aujourd'hui, quand vous prenez les quartiers comme Djidjolé, GTA, Agbelepé Dogan, un peu Adidogomé, Baguida, tout ça là, jusqu'à Agouenivé, Lomé n'a plus de limite. Il fallait alors recomposer la commune de Lomé. Ça c'est un. Deux, quand vous allez à l'intérieur du pays, je prends l'exemple par exemple de la ville de Palimé. Quand vous prenez la ville de Palimé, le canton de Podji est devenu un quartier de la ville, de la commune de Palimé, mais qui n'est pas juridiquement dans la commune. Quand vous prenez la commune de Sokoré, le quartier Pangalam, qui est aujourd'hui pratiquement le centre de la ville de Sokoré, est devenu une partie intégrante de la commune de Sokoré. Et qu'il fallait nécessairement lui donner la force juridique qui permet de faire en sorte que le quartier Pangalam se sente concerné par les affaires de la commune. Si je vais encore plus loin, je parle de Kara. Vous voyez la ville de Kara. La ville de Kara était pratiquement limitée entre Radio Kara et un peu la préfecture. Mais aujourd'hui, la ville de Kara s'étend même à Kara Sud. Vu que la décentralisation est une politique de transfert des attributions de l'État vers des collectivités territoriales afin qu'elles disposent d'un pouvoir juridique et d'une autonomie financière, la création des 4 nouvelles préfectures, à savoir Mo, Agonivé, au tissu des Kwendial Ouest, prévoit en clair une plus large autonomie pour ces nouvelles communes. Autre actualité, l'inadéquation entre la formation et l'emploi reste le premier facteur de chômage des jeunes. Pour y remédier et permettre aux jeunes en formation de maîtriser les secteurs porteurs d'emploi, une étude sur la situation socio-économique de la jeunesse a été menée. Et pour vulgariser les résultats, l'ANPE était face aux jeunes en formation ou primo-demandeurs d'emploi ce matin à Lomé. Lédé Koussao et Clarisse Atikle pour le compte-rendu. Plus de 70% de la population togolaise avoisine l'âge de 35 ans. Ce qui n'est pas sans difficulté, notamment l'accès à un emploi décent ou stable. Cela est lié souvent au fait que les jeunes résident en milieu rural ou urbain ou encore de leur domaine d'études. Il est question en effet des déterminants à l'insertion professionnelle des jeunes de 15 à 34 ans qui justement fait objet d'études menées par l'Institut de sondage et d'études en statistique et économie. Il s'agit surtout de sensibiliser les jeunes sur les réalités du marché de l'emploi. L'étude a montré que les jeunes qui vivent en milieu rural ont plus de chances d'avoir une insertion réussie par rapport aux jeunes qui vivent en milieu urbain. Et là, ça s'explique également quand on voit les caractéristiques des emplois que nous avons en milieu rural. Ceux qui étudient dans le domaine scientifique, comme mathématiques, informatique, ainsi de suite, ont plus de chances d'avoir une insertion professionnelle réussie par rapport à ceux qui font des études littéraires. La diffusion d'informations relatives au marché de l'emploi demeure un moyen de communication et une priorité pour le gouvernement. Et l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a voulu partager les résultats de cette étude avec les acteurs pour une meilleure orientation des jeunes dans les choix des domaines de formation. Cette étude, ça doit permettre de prendre des décisions au niveau du gouvernement et également au niveau de tous les autres acteurs. Je vais parler des parents et des formateurs, des responsables des centres de formation et également ceux qui initient ou bien qui mettent en place les établissements privés de formation. L'étude est menée sur la base des enquêtes sur la transition de l'école vers la vie active. La thématique est également au cœur des actions de la Banque mondiale qui a apporté son appui à cette rencontre d'échange. La Convention 183 de l'Organisation internationale du travail fait référence à la protection de la maternité. Et depuis 2 ans, une étude a été menée sur l'analyse comparative entre les dispositions de cette convention et la pratique dans notre pays. Aujourd'hui, il est question pour les différents acteurs impliqués dans le monde du travail de vulgariser ce document pour le bonheur des travailleurs, mais surtout des travailleurs femmes. Des précisions avec Tabitha Akakpo et Carmen Madji Akakpo.
Depuis sa création en 1919, l'Organisation internationale du travail OIT a placé la protection de la maternité au cœur de ses actions. Plusieurs conventions sur la maternité ont été ratifiées pour mieux protéger la mère et son nouveau-né. La dernière a été adoptée en 2000 et est intitulée Convention numéro 183 qui porte sur la prévention de l'exposition à des risques pour la santé et la sécurité des femmes enceintes. Pour donc se conformer aux normes de l'OIT, le Togo a commandité une étude sur l'analyse comparative entre les dispositions de cette nouvelle convention de l'OIT et la législature en matière de protection de la maternité au Togo. L'idée est qu'à la fin, nous ayons une image précise de la situation de la législation et de la pratique au Togo par rapport à ce sujet, ainsi que des recommandations visant à aller de l'avant vers une ratification de la convention numéro 183, le cas échéant. C'est la première étape d'un processus qui permettra l'application effective de cette convention dans le pays et sa ratification, donc l'engagement du pays au niveau international par rapport à cette convention. La protection sociale est une priorité pour le gouvernement togolais. Ce document, une fois validé, permettra au pays de renforcer sa législation sur les questions relatives à la maternité. La loi prévoit qu'une femme qui tombe enceinte et qui rentre pour l'accouchement a droit à son traitement normal comme si elle était toujours en activité et prévoit que la Caisse nationale de sécurité sociale prend en charge une partie et que l'employeur prend en charge l'autre partie. Une autre rencontre de ce genre est prévue la semaine prochaine à Lomé, toujours avec les experts de l'Organisation internationale du travail, pour renforcer les tests en vigueur en matière de protection des travailleurs, principalement les travailleurs domestiques. Les acteurs de la santé venus de 10 pays d'Afrique sont à Lomé depuis hier pour adopter des méthodes communes à travers l'élaboration des plans d'action de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Il s'agit donc de prévenir et maîtriser la résistance à l'aide de l'approche dénommée « Une seule santé ». De quoi s'agit-il? Gérard Lagoudou nous explique. Les antimicrobiens sont principalement utilisés chez les êtres humains et les animaux pour le traitement, le contrôle et la prévention des maladies bactériennes. Certains sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire pour stimuler la croissance et augmenter le rendement agricole, ainsi que le traitement d'infections graves, parfois mortelles. Mais ceci ne va pas sans créer des difficultés liées à la santé. Le mauvais usage fait que, par exemple, les gens vont avoir des antibiotiques non prescrits et la façon dont ils vont les prendre ne sera pas la façon rationnelle. Vous connaissez déjà également le phénomène d'antibiotiques qui sont vendus dans les rues. Vous connaissez le phénomène d'antibiotiques qu'on prend et qu'on ne termine jamais. Par exemple, je prends une dose, la dose n'est pas terminée, je passe la moitié de la boîte à ma tante. Donc tout ça, ça contribue. L'usage irrationnel, mais aussi il y a également les faux médicaments. Au manque de diagnostic de laboratoire, on va traiter de façon empirique, sans qu'on sache vraiment à quel antibiotique la bactérie est résistante. Dans l'optique de mieux résister aux antimicrobiens qui pourraient entraîner 10 millions de décès chaque année et une réduction de 2 à 3,5% de produits intérieurs bruts d'ici 2050, des délégations issues du secteur de la santé de 10 pays d'Afrique sont à Lomé afin de définir des stratégies de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Il existe plusieurs familles au sein des microbes. Il existe des bactéries, des virus, des parasites, etc. Mais spécifiquement pour cet atelier, il s'agit des bactéries autres que la tuberculose. Non pas que la tuberculose ne soit pas importante, mais il y a déjà beaucoup de programmes qui prennent en charge la tuberculose. Donc, dans cet atelier, nous parlerons spécifiquement de la résistance aux autres bactéries. Au-delà des 80 participants présents à cette 4e rencontre, le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a formé des points focaux nationaux de 34 pays sur 47 dans le domaine de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens à l'aide de l'approche
Une seule santé qui englobe la santé humaine, animale et environnementale. Dans le reste de l'actualité, notez que le Forum africain du carbone démarre demain à Cotonou, au Bénin. Décideurs politiques, porteurs de projets et financeurs se réunissent pour évoquer la lutte contre le changement climatique sur le continent. Les pays africains ne font pas partie des gros émetteurs, mais l'Afrique est particulièrement touchée par les conséquences de ce fléau. L'accord climat entre en application en 2020 et d'ici là, ces différents acteurs définiront entre autres l'avenir des marchés du carbone ou plutôt la compensation au carbone. On en vient maintenant à cette cyberattaque mondiale qui vise depuis hier les institutions des grandes entreprises, notamment dans le monde francophone. On parle là du logiciel de rançon qui profite une fois encore d'une faille dans Windows. Suivez. Trap. Pas facile à prononcer, apparemment très difficile à éviter. Le logiciel a débuté sa route malveillante en Ukraine. Des entreprises de haut niveau comme cette banque ont été attaquées à travers leur système Windows. Les gens reçoivent un email avec des pièces jointes et ils ouvrent ces pièces et leurs ordinateurs sont infectés. Puis tout le réseau d'ordinateurs de leur compagnie est infecté. Simplissime et ravageur. Après l'infection, un message indique qu'il faut payer 300 $ en bitcoins, une monnaie virtuelle, pour retrouver le bon usage. Sortir la carte bleue, une mauvaise idée pour les spécialistes. Il n'y a pas de garantie que vous obtiendrez une clé de décryptage si vous payez. En plus, c'est simplement mettre de l'argent dans les poches des criminels et encourager de nouvelles attaques. Chez Rosneft, une des plus grandes entreprises de pétrole au monde en Russie, il a fallu basculer sur des serveurs secours. À Tchernobyl, l'agence qui gère le confinement des vieux réacteurs a dû s'employer à mesurer les radiations manuellement, comme il y a plusieurs décennies. Ukraine, puis Russie, Pologne, Italie, maintenant États-Unis, Allemagne. Plus d'une centaine d'entreprises ou institutions sont touchées. Le virus ressemble à WannaCry, son prédécesseur qui avait attaqué en mai dernier. Alors d'où vient-il? Piste russe? Pirate nord-coréen? Pour l'instant mystère. Il n'y a pas vraiment de preuves. Le problème avec ces armes électroniques, c'est que si vous les lancez, elles peuvent vous revenir dessus et éventuellement vous frapper. Donc des États ne peuvent pas les lancer en premier. Pour moi ici, ce sont juste des criminels avides d'argent. Et quand on sait que le logiciel incriminé coûte 28 $ et qu'il peut se trouver sur le net, beaucoup de monde effectivement peut être suspect. Vigilance donc sur la toile. Au Togo, le gouvernement rappelle à la population que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis du mois aura lieu ce samedi 1er juillet 2017 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre contact avec les responsables de la direction de la formation civique joignable au numéro 90 91 55 11 au 90 27 82 18 qui se chargeront de communiquer aux services précités les lieux qu'ils ont retenus pour leurs opérations de salubrité. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et Dame Sousoukpa vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.